RCN. Le son de la différence. Citoyens au quotidien sur RCN, avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max. Sylvie Gruy, Christian Saquet. Eh bien, chers amis, bonjour. C'est une nouvelle émission de Citoyens au quotidien. Bonjour Sylvie, bonjour Jean-Luc. Bonjour Christian, bonjour Jean-Luc. Alors Sylvie, tu vas nous parler aujourd'hui, je crois, des charges locatives. Ouais, c'est ça. Sujet d'actualité. Alors, sujet d'actualité, sujet que nous abordons régulièrement, je dirais, à la CLCV. Hein. Donc, en fait, pourquoi aujourd'hui j'ai décidé donc de parler de faire ce sujet? En fait, c'est simplement parce que les charges locatives 2023, les régularisations, sont arrivées ou vont arriver chez les locataires. Et selon que le bailleur redemande ou rembourse de l'argent, donc à ses locataires, eh bien, ceux-ci se posent des questions ou tout simplement doutent des sommes qui leur sont demandées. Oui, mais alors il se pose quoi comme question? Parce que c'est bien de dire qu'il se pose des questions, mais il y en a des fois, ils ne se posent même pas de questions. Il y a ceux qui ne se posent pas de questions, hein, d'abord. Mais il y a ceux, par exemple, qui vont, quand ils reçoivent leur facture, ils vont trouver que c'est trop cher. Hein. Voilà, ça, c'est le montant. C'est le montant. Voilà, c'est le montant total. Et là, c'est de se dire, on paye quand même beaucoup. Et puis, selon les rubriques qui figurent sur la régularisation, on le verra un petit peu plus tard, quelles sont les rubriques, les locataires se demandent souvent ce qui se cache derrière des intitulés, par exemple, comme personnel de proximité, eau non décompté. Alors là, eau non décompté, effectivement... Ah ouais, mais il y a un florilège comme ça de trucs. D'un bailleur à l'autre, c'est pas la même chose. Hein. Donc, ils vont avoir aussi assainissement, TV ou câble ou fibre. Mais je pense que ça, c'est pareil. Hein. La CLCV pourrait militer, réclamer à ce que cette présentation des régularisations de charges soit faite toutes de la même façon pour tous les bailleurs. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est que les bailleurs, ce sont des entreprises individuelles. Donc, il y a quelquefois du travail qui va être fait en commun de l'interbailleur, comme par exemple sur la métropole avec Union et Solidarité ou sur la région avec Arelor. Ça peut être également effectivement un thème qui peut être abordé. Oui, alors je suis d'accord avec toi, mais il n'empêche quand même que la présentation d'un bail, maintenant, elle est pour tout le monde pareille. Oui, ça c'est un document qui est valable pour tout le monde. Par contre, la régularisation de charges, et c'est encore pire quand on compare avec des bailleurs privés. Alors, maintenant, chez un bailleur, par exemple, ça peut aller, le dernier qu'on a reçu de régularisation de charges, ça peut aller jusqu'à 6 pages. C'est un petit peu aussi long qu'une facture d'électricité. C'est pareil, voilà, c'est les factures d'énergie, c'est la même chose, 6 pages. Alors d'autres, par exemple, vont être étonnés, d'autres locataires, alors, simplement parce que cette année-ci, leur bailleur leur redemande de l'argent, alors que les années précédentes, le bailleur leur en redonnait. Hein, donc ça, c'est... voilà. Est-ce que tu ne crois pas qu'on peut revenir un petit peu à ce que qu'est-ce que sont les charges locatives? Voilà, oui, parce que c'est pas tout et n'importe quoi, les charges locatives. Hein. Il y a une loi, c'est l'article 43 de la loi du 6 juillet 89, ou à l'article L442.3 du Code de la construction et de l'habitat, qui fixe les conditions dans lesquelles les charges sont récupérables et exigibles. Et ça dit, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justificatif en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée. Donc la chose louée, c'est le logement, mais ça peut être aussi le garage ou la place de parking. Des dépenses en contrepartie des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments communs de la chose louée. En contrepartie également des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. Oui, je comprends bien, mais là... Qu'est-ce que le locataire va avoir comme attitude quand il reçoit son décompte de charges locatives? Voilà. Alors, avant, il a reçu donc son décompte, mais avant d'attaquer sur le document appelé régularisation de charges, moi je voudrais dire à nos auditeurs que si un jour, leur propriétaire leur demande, alors que ce soit par téléphone, par SMS, par mail ou même par un courrier, une somme d'argent, hein, en complément, donc sous prétexte que c'est pour payer des charges locatives et sans autres informations, eh bien le locataire ne doit pas régler cette somme. Ah ça c'est certain. Voilà, mais c'est déjà arrivé. Oh c'est tout le temps, temps. C'est moins courant chez les bailleurs sociaux. Voilà, chez les bailleurs sociaux, chez les bailleurs privés, alors c'est une catastrophe. C'est courant. Et puis alors ils ne mettent pas les formes, hein, les propriétaires, vous me devez tant,
Et puis, il n'y a pas de détails. Hein. Voilà, il n'y a pas de détails. Donc, le propriétaire, pour pouvoir se faire payer ses charges locatives, il doit y mettre les formes. Donc, les formes, c'est tout simplement l'envoi au locataire, donc du document dont on parlait tout à l'heure, hein, le décompte de charges locatives. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Alors, alors, comme tu le disais, hein, ils ne sont pas tous pareils. Hein. Sur ce document, il y a la période régularisée, et c'est toujours une régularisation de charges. Elle va toujours du 1er janvier. Elle doit être. Voilà. Voilà, ça ne peut être que ça. Ça ne peut être que du 1er janvier au 31 décembre. Parce qu'on en voit qui sont du 1er juillet 2023 voilà. au 31 décembre. Voilà. Et même si la personne, le locataire, est entré en cours d'année, le bailleur, le propriétaire doit faire la régularisation du 1er janvier au 31 décembre et adapter après ce qu'il demande à son locataire par rapport à la période pendant laquelle il était là. Alors, on comprend bien que ce soit compliqué pour des bailleurs privés, notamment pour des petits propriétaires, parce que eux, ils ont reçu des factures et ils s'imaginent que voilà, on applique directement. Voilà. Et c'est vrai que le calcul à faire du 1er janvier au 31 décembre, ça pose effectivement le problème des calculs. Il y a toute une... Voilà, il y a tout à... C'est pour ça que c'est fait d'après un tableau, quoi. Donc, en plus donc, de la période régularisée, doivent figurer donc, les coordonnées permettant d'identifier le locataire. Donc, il doit y avoir son nom, son prénom, son adresse, le numéro du logement, le numéro de contrat. Ça, c'est vraiment pour indiquer que le document, il est personnalisé. Sur le document que moi, locataire, je vais recevoir, ça ne sera pas le document que le locataire qui habite en face de chez moi va recevoir. Le document que je reçois, moi, c'est vraiment ma régularisation de charge et ça correspond à ma situation et pas à celle des autres. Et enfin, donc, il y a un tableau qui est le vrai décompte de charges. Hein, c'est via un tableau que va être fait la régularisation des charges. Alors, dans ce tableau, donc, il va y avoir une première colonne qui va être le poste de dépense, le libellé de charges. Alors, j'ai donné quelques petits exemples. Hein, on va trouver dans cette colonne-là... Par définition, voilà. Ce ne sont que des dépenses. Voilà, ce ne sont que des dépenses. Donc, il va y avoir une ligne par chaque charge différente, c'est-à-dire les espaces verts, une ligne pour les espaces verts, une ligne pour l'entretien des communs, une ligne pour l'entretien des extérieurs, une autre pour l'électricité des communs, l'ascenseur, les contrats d'entretien, etc. La colonne d'à côté, c'est le mode de répartition. C'est-à-dire que, par exemple, les espaces verts sont répartis à la surface des logements. Donc, en face de la ligne espace vert, on va avoir le nombre de mètres carrés de surface qui est concernée. La colonne d'après, c'est le montant de dépenses à répartir. C'est-à-dire que, par exemple, toujours pour revenir à mes espaces verts, le bailleur aura payé... Là, dans la colonne mode de répartition, il faut quand même voir que, normalement, il y a aussi les compteurs. Voilà. Alors, par exemple, pour les compteurs, ça va être non plus... C'est pas partagé donc, au nombre de mètres carrés, mais au nombre de compteurs qu'on va avoir. Hein, par exemple, pour les compteurs d'eau, ça va être réparti la charge sur le nombre de compteurs qui sont concernés par la charge d'entretien des compteurs. Donc là doit apparaître les indices, hein, l'indice ancien et le nouvel indice. Non, là c'est l'entretien. C'est l'entretien du compteur. Ah là c'est l'entretien. C'est pas la consommation d'eau. C'est autre chose. La colonne suivante, donc c'est le montant des dépenses à répartir. Donc on va avoir pour les espaces verts ce que le bailleur a payé pour les espaces verts, pour l'ascenseur ce qu'il aura payé, etc. La colonne suivante, c'est la base totale. Alors, par exemple, pour les espaces verts, ça va être les mètres carrés de l'ensemble des immeubles. Pour prendre mon cas à moi, j'habite dans un immeuble. Il y a 6 immeubles sur le quartier. Les espaces verts sont payés pour l'ensemble du quartier. Donc, ça va être divisé par le nombre de mètres carrés de l'ensemble de ces 6 immeubles. Ça peut être également uniquement les mètres carrés de l'immeuble. Par exemple, l'électricité des communs. L'électricité des communs, mon bailleur reçoit une facture d'électricité pour mon immeuble. Et uniquement mon immeuble. Donc, bien entendu, il va partager cette facture-là entre les locataires uniquement de l'immeuble. Donc, ça sera réparti au mètre carré de l'immeuble. Et puis, on va avoir, par exemple, la base totale, ça sera par exemple le nombre par exemple, pour la VMC, ça sera le nombre de logements qui sont concernés par la VMC. Donc, s'il y a 20 logements
dans l'immeuble, ça sera divisé par 20. Oui, là, c'est pas à la surface. Là, c'est pas la surface. Ensuite, après, il y a la base. Alors, ce qu'ils appellent, eux, la base du module, certains. Alors, c'est vrai que c'est pas très compréhensible, parce qu'on se dit, c'est quoi un module? Le module, ça va être soit le logement, je le disais tout à l'heure, c'est le logement, c'est le garage, c'est la place de parking. Et d'autres appellent directement base du logement. Et puis après, il y a une colonne qui concerne le nombre de jours. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je disais tout à l'heure, les charges, le décompte de charges, il va du 1er janvier au 31 décembre. Et après, le bailleur, il compte par rapport au nombre de jours de présence. Quelqu'un qui aura été présent toute l'année, il est présent 365 jours, sauf année bissextile. Une personne qui sera arrivée le 1er novembre, elle va payer pour 61 jours sur 365. Donc, le bailleur fait une règle de 3. Voilà. D'accord. C'est comme ça que ça marche. Et puis, donc, la dernière colonne, c'est la charge qui est imputable au locataire. Ce qui est appelé la quote-part du locataire. Là, c'est vraiment à la fin. Et normalement, on doit arriver de toute façon à retrouver nos petits, c'est-à-dire qu'en partant de la facture initiale, pour l'ensemble de l'immeuble, du groupe d'immeubles, on doit arriver, avec tous les éléments qui ont été indiqués dans les différentes colonnes, on doit arriver à retrouver nos petits et à voir la quote-part du locataire. Oui, on a des différences vraiment sensibles avec les régules de charges qu'on voit arriver chez les locataires dans les copropriétés. Alors ça, c'est vrai que les copropriétés, en plus, c'est complètement différent. C'est-à-dire que déjà, le locataire, il n'a pas un accès direct aux factures puisqu'il doit passer par son propriétaire qui lui-même doit demander, par exemple, les factures après au syndic. Donc, c'est ça la différence. Et puis, en plus, c'est vrai que les régularisations de charges dans les copropriétés ne peuvent être réalisées qu'après la tenue de l'Assemblée générale. C'est ça. Le gros problème, il est là. Voilà. Surtout quand, des fois, le syndic, ils ont sauté une année. Hein. Voilà. Donc là, ça peut être un vrai problème. Ce qui est pénalisable. Hein. Voilà. Alors que chez un bailleur social, je dirais que dès que le bailleur, par exemple, a les factures de l'année 2023, il peut commencer ses régularisations de charges. Donc ça, c'est... voilà. Et donc, ensuite, alors après, tu parlais tout à l'heure de l'eau. C'est vrai que quand on paye l'eau dans nos charges locatives, eh bien, c'est vrai qu'on va voir apparaître, on va avoir un pavé particulier avec l'index au début de la période, l'index du compteur au début de la période, l'index à la fin de la période. Et puis, le bailleur nous fait payer la facture d'eau correspondant à nos mètres cubes consommés. Que ce soit de l'eau froide ou que ce soit de l'eau chaude. Oui, il faut faire la différence, justement, entre l'eau qui est consommée par le ménage et l'eau qui est des communs. Voilà, l'eau des communs. Alors, de toute façon, l'eau des communs, voilà, ça apparaît toujours. Moi, j'ai déjà vu des charges récupérables où c'était mélangé. Hein. Oui, c'est parce qu'il y a encore même des bailleurs sociaux qui font payer l'eau à la surface des logements. C'est-à-dire que les locataires n'ont pas de compteur. C'est interdit, ça. Voilà. Donc, ce sera une bataille de la CLCV. Mais encore faut-il qu'on soit au courant par les locataires. Donc ça, c'est vraiment Donc là, en fait, le bailleur, il va faire la différence entre le total des charges récupérables de l'année de l'année et ce que le locataire a déjà versé, voilà. C'est-à-dire donc les provisions. Les provisions, c'est-à-dire que tous les bailleurs font payer des provisions, ce qui permet aux locataires arrivés en fin d'exercice de ne pas avoir la totalité des charges à payer. Mais voilà, donc le bailleur fait la différence entre la réalité de ce que lui a payé, de ce que doit payer le locataire et ce que le locataire a déjà payé. Donc là, on se retrouve après avec soit une somme, donc, que le bailleur va rembourser, soit une somme que le locataire va devoir reverser. Et c'est là où maintenant, en ce moment, les locataires sont surpris puisque maintenant ils doivent payer la plupart du temps parce qu'il y a eu plus de consommation. Alors, c'est pas forcément ça. Parce qu'on peut se retrouver dans une même résidence avec des locataires qui vont devoir de l'argent et d'autres qui vont récupérer de l'argent. Parce qu'en fait, alors on a certains locataires qui sont contents parce qu'ils récupèrent de l'argent. Il y en a d'autres qui ne sont pas contents parce que ils doivent en redonner. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Ce qu'on récupère après ou ce qu'on redonne, ça n'a rien à voir avec la justesse gérée des charges. C'est-à-dire que mon propriétaire peut bien me rendre 100 €.
Mais ça ne veut pas dire pour autant que la somme qu'ils me réclament est juste. Oui, oui, bien sûr. Les gens sont contents parce qu'on leur rend de l'argent, mais ils ne sont pas conscients que peut-être il peut y avoir une erreur. Il peut y avoir une erreur. Ou une erreur volontaire. Voilà, une erreur volontaire ou involontaire. Mais voilà, c'est... Et d'autant plus quand les charges, par exemple, arrivaient au mois de juin, les régularisations de charges, les personnes qui récupéraient 100, 150 euros étaient quand même quelquefois contents parce que ça permet de mettre ça un petit peu dans les vacances. Et en fait, les gens se disent, du coup, j'ai économisé pendant cette période-là, mais sans se dire non plus que le bailleur a travaillé avec les 150 euros. D'accord. Alors, pour revenir sur l'attitude que devrait avoir le locataire lorsqu'il reçoit sa régularisation de charge, en fait, il faut qu'il fasse quoi ? En fait, une régularisation de charge, il faut vraiment la considérer comme une facture. Je te pose la question comme si j'étais un béotien. Voilà. Il faut vraiment la considérer comme une facture. Et quand on reçoit une facture, on ne doit pas la prendre telle que. Il faut vérifier. Hein. Et voilà. Est-ce que tu crois que les locataires sont tous capables de vérifier leur régularisation de charge ? Alors, il faut déjà avoir cette curiosité parce que déjà, c'est vrai que quand le locataire reçoit sa feuille, généralement, il en a eu une précédente. Hein. Si le locataire est là depuis un certain nombre d'années, il a cette régularisation de charge. Par exemple, en ce moment, c'est les régularisations de charge pour l'année 2023. Puis généralement, normalement, il a eu celle de 2022. Donc la première chose à faire, sans chercher à aller trop loin, c'est déjà de comparer 2023 avec 2022. Est-ce qu'il y a, par exemple, un poste de charge qui n'existait pas dans le passé, qu'on vient de nous mettre, qu'on vient de nous ajouter ? Est-ce que tel poste de charge ou tel autre a augmenté ? Bien sûr. Ça, c'est vraiment le premier contrôle, et c'est quand même le contrôle. Enfin, il ne faut pas avoir fait Parce qu'actuellement, on voit ça, justement, c'est l'augmentation des charges, et ils sont affolés, ils se disent, mais attendez, comment ça se fait que c'est... Voilà. Donc c'est vrai que là, du coup, il faut aller plus loin dans la régule, hein, dans la vérification. Hein. Moi, ce que je te propose, c'est, parce que c'est un petit peu hard comme de pouvoir parler des régularisations de charges, de la vérification. Je crois qu'il faut prendre son temps. Ouais, alors d'abord, il faut prendre son temps, mais je voudrais que nous, on prenne notre temps et qu'on passe... je te vois. Tu veux une petite pause musicale, toi. Voilà, pour faire digérer à nos auditeurs ce qu'on vient déjà de leur dire, leur donner comme information. J'aimerais qu'on fasse une petite pause musicale. Citoyens au quotidien sur RCN. Sylvie Gruy, Christian Saquet. Bon, écoute, maintenant, moi, je voudrais savoir comment on peut savoir si une charge qui a été facturée par le bailleur a bien lieu d'être ou si elle est juste. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une charge qui est réclamée par un bailleur doit correspondre à un service rendu au locataire à qui elle est facturée. Alors moi, je repense ici, on l'a déjà évoqué cet épisode dans une émission. Moi, je pense ici à un bailleur privé qui facturait à ses locataires d'une résidence située quartier Kléber à Essel-et-Nancy. Il leur facturait des charges d'ascenseur d'un immeuble prétendument situé près de la déchetterie à Essay. Donc tu vas me dire, on est sur la bonne commune. Le seul problème, c'est que d'une part, la déchetterie et puis Kléber, c'est pas tout à fait au même endroit, mais en plus, la facture concernait un immeuble qui n'existait pas. Oui, je me rappelle très bien. Voilà, de ça. Tu te rappelles, on avait été voir chacun de notre côté où ça se trouvait. Sans se consulter, chacun on est allé voir et on a trouvé une entrée de champ. Voilà. Donc, un bailleur n'a pas le droit de facturer à un locataire un service dont il n'a pas bénéficié. En l'occurrence, les locataires avaient bien un ascenseur, mais il n'y avait pas la facture, donc normalement, il n'y avait pas à payer. Donc ça, c'est la première chose. Une charge égale un service rendu. La deuxième chose à savoir, c'est que la liste des charges récupérables, c'est-à-dire les charges qui peuvent être facturées par le bailleur à son locataire, cette liste est fixée. Il y a 2 décrets. Il y a un décret pour les logements sociaux et un décret pour les locations privées. Donc le décret pour les logements sociaux, c'est le décret 82-955 du 9 novembre 1982. Et pour les locations privées, c'est le décret du 26 août 1987.
toute charge qui est facturée par le propriétaire bailleur, qui ne figurerait pas au décret, n'a pas lieu d'être. Donc ça, voilà, c'est pour ça, c'est une des choses qu'on peut vérifier. Et puis en fait, la troisième chose aussi à savoir, c'est que les charges locatives sont exigibles sur justificatif. C'est-à-dire que le bailleur qui n'aurait pas de justificatif, il a payé mais il n'aurait pas eu de justificatif, je pense à un propriétaire privé, et bien cette charge-là, il ne peut pas la facturer à son locataire. Oui, alors comment le locataire, ça peut-il le savoir? Comment le locataire peut très bien demander à contrôler ses charges, ça c'est son droit. Son bailleur ne peut pas lui refuser. Ça voilà. Donc nous l'avons vu plus tôt, donc lors de la régularisation des charges locatives, le bailleur doit transmettre un décompte par nature de charge à son locataire. Les pièces justificatives, donc les factures, les contrats, sont tenus à disposition du locataire pendant 1 mois à compter de l'envoi du décompte. Ça veut dire que si ça dépasse 1 mois, il n'a plus le droit. Voilà. Bon, si c'est un propriétaire qui est arrangeant, il peut accepter. Les bailleurs sociaux font un peu plus qu'1 mois. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, surtout, c'est que les associations de locataires, telles que la CLCV, sont exemptes de ce délai d'1 mois. Ça veut dire qu'on peut aller 3 mois après vérifier les charges. Le bailleur n'a pas le droit de nous le refuser. Est-ce qu'il y a un délai, maximum? Non. Non, il n'y avait vraiment rien d'écrit. On tombe là dans le droit des 3 ans, c'est ça? Alors, j'explique toujours, c'est qu'on n'a aucun intérêt, nous, à attendre trop longtemps. Non, mais ce n'est pas nous qui attendions. On imagine que 2 ans après, un locataire s'aperçoit qu'il s'est fait, je ne dirais pas arnaquer, mais qu'on lui a fait... Un loup. Oui, enfin, bon, il y a un problème. Effectivement, il se rend compte qu'il a payé des charges qu'il n'aurait pas dû payer, enfin, d'après lui. Donc là, il faut qu'ils viennent nous voir, quoi. Voilà. Là, c'est la CLCV. Je ne dis pas les associations de locataires, je dis la CLCV. La CLCV, oui. Non, mais moi, j'ai expliqué tout à l'heure le droit qui est fait aux associations de locataires. Voilà, donc le contrôle des charges avec la CLCV, donc vérifier des factures, des contrats, c'est quand même pas si simple que ça. Quand on va vérifier, moi je suis allée il y a 2 ans vérifier chez un bailleur social les charges qui correspondaient au chauffage. Donc c'était du chauffage au gaz, c'était une chaufferie collective. En plus, il y avait aussi des panneaux solaires. Enfin, c'était un truc de fou. Et c'est vrai que c'est quand même assez rébarbatif comme truc. Hein. Donc, souvent les locataires n'osent pas aller vérifier seuls. Oui, on va à ce moment-là chez le bailleur. Pour contrôler les factures. Ouais. Le bailleur est obligé de les... On n'a pas accès, enfin on nous donne pas les factures. Alors, ce qui est dit dans le texte, c'est que les factures doivent être mises à notre disposition. D'accord. On ne dit pas qu'elles C'est suivant le bon sens. C'est l'interprétation. Ouais. Dernièrement, j'ai vu chez un bailleur, on a été reçu. Le bailleur nous avait fait un beau tableau Excel de ce qui avait été payé l'année précédente, la période de régule de charge, etc., pour nous mettre tout ce qu'il y avait, le montant des factures. Je ne dis pas que c'était pas juste, mais on n'avait juste pas les factures. On ne peut être sûr de ce qui nous est demandé que quand on a la facture. Donc le bailleur nous a expliqué que vous n'avez pas voulu le jour-là les imprimer parce que pour la planète. Donc moi j'ai expliqué que moi le problème... On pouvait bien nous les envoyer par dématérialisé, que nous, on en ferait notre affaire après. Bien sûr. Voilà. Donc, on a reçu un mail. Des documents nous ont été mis à disposition de la CLCV et des locataires qui étaient venus par voie dématérialisée. Puis, on a reçu dans le mail un petit mot comme quoi c'était quelque chose d'exceptionnel, etc. J'ai encore pas fait la réponse, mais la réponse, ça va être que la mise à disposition des factures et des contrats, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est une obligation. C'est obligatoire, ça. Ouais. C'est une obligation. Alors, le jour-là, ils n'ont pas voulu les imprimer pour qu'on puisse les avoir dans nos mains et pouvoir les consulter. C'est leur décision à eux. Parce que s'ils nous les mettent entre nos mains et qu'ils ne nous les envoient pas par voie dématérialisée, c'est vrai que ça va prendre plus de temps parce qu'il faut tout relever le jour-là. Puis ça veut dire aussi qu'on peut être aussi amené à revenir une deuxième fois si la masse de documents à contrôler est plus importante. C'est vrai que si le bailleur nous envoie
les documents par voie dématérialisée. Nous, ce qu'on peut dire de faire, c'est de se retrouver dans les locaux de la CLCV. On y viendra une après-midi, 2 après-midi, 3 après-midi, mais on arrivera à vérifier tout ça. Voilà. Alors, quand il y a un contrôle de charge comme ça concerne le locataire qui est venu nous voir ou ça concerne tous les locataires? Forcément, si on va vérifier les charges, ça va concerner tous les locataires. C'est-à-dire, par exemple, je reprends l'histoire de mon immeuble. Si j'avais accompagné quelqu'un de cet immeuble-là, si j'y habitais pas, par exemple, bien évidemment, si on trouve quelque chose qui ne va pas, là, c'est l'ensemble des locataires qui en bénéficieraient. Si le bailleur se rend compte qu'il a fait une erreur, qu'il a trop facturé ceci ou cela, il va revoir sa régularisation de carrière et bien évidemment, c'est l'ensemble des locataires qui en bénéficiera. Oui, parce que si tu fais un contrôle de charge, c'est bien parce qu'il y a eu un locataire qui est venu te voir. Voilà. Un ou plusieurs locataires. Oui, mais non, là on parle d'un seul locataire. Et si tu t'aperçois justement que la régularisation de charge n'est pas satisfaisante, là tu fais quoi? Tu contactes les autres locataires? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est comment les locataires peuvent venir nous voir. Ils ont un problème, ils se rendent compte qu'il y a peut-être un problème dans leur régularisation de charge, donc ils prennent rendez-vous avec nous, comme d'autres personnes prennent un rendez-vous pour un litige, par exemple. On va leur demander qu'ils nous envoient déjà les premiers documents qu'ils ont pour pouvoir dire nous de faire des comparaisons. Et puis après, on va leur donner rendez-vous dans nos bureaux. Et puis, selon ce qu'on va... Donc, on va décider avec eux de la démarche. Donc, soit ils vont décider qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas aller vérifier les charges. Par contre, c'est vrai que les personnes avec lesquelles on va aller vérifier les charges, ce sera uniquement des locataires adhérents à la CLCV. C'est ça. Ce que je voulais aussi savoir, c'est est-ce qu'il faut être adhérent? Voilà. C'est un service. C'est un service comme quand on accompagne quelqu'un à un état des lieux. C'est également un service comme quand on accompagne quelqu'un pour un règlement de litige. Et donc, c'est un service, je dirais, qui est payant au tarif de l'adhésion. Et je dis bien au Mais tarif ça s'arrête à l'adhésion ou bien il y a des frais de dossier? Voilà, là, on a toujours fait avec l'adhésion. C'est vrai que si quelqu'un veut faire un don supplémentaire, il a toujours la possibilité de le faire. Là, c'est vrai que quand on se trouve sur un dossier collectif, une régularisation de charge, c'est vraiment un dossier collectif. Demander à la personne qui va venir, qui va nous solliciter, qui va prendre son adhésion, lui demander par exemple de payer des frais de dossier pour les 15 autres ou 20 autres locataires de sa résidence, c'est un petit peu aussi fort de café. Donc on ne demande que l'adhésion. Quand on avait fait une grosse action sur l'idée, c'est ce qu'on avait fait, quoi. Et pourquoi on fait aussi adhérer c'est vrai que contrôler des charges locatives, c'est quand même un investissement en temps. Moi, je vois le temps que j'ai passé pour la dernière que je suis en train de faire, comparer une année par rapport à une autre, faire un tableau Excel, etc., c'est un investissement en temps. C'est un investissement aussi en temps pour quand on va chez le bailleur. Ça, il faut du temps aussi, pour que nos bénévoles se forment également, pour faire après l'analyse. Donc voilà, il faut aussi se rappeler quand même par rapport à l'adhésion, c'est que la force de la CLCV, ça tient dans le nombre de ses adhérents. Et il ne faut pas se tromper là-dessus. Les bailleurs savent très bien si on a dans une résidence des adhérents ou pas. Et on sera, à mon avis, pas traité de la même manière si on a des adhérents dans une résidence que si on n'en a pas. Donc oui, c'est l'intérêt de demander aux personnes d'adhérer pour faire ce contrôle. Et ça veut dire que là, on est quand même aussi dans le cadre de la loi de 97-308 du 7 avril 97 concernant l'obligation d'adhérer pour faire ces démarches. Oui, tout à fait. Oui. En plus, c'est vraiment... Puis moi, ça me semble quand même un peu logique, quoi. Je veux dire, moi, par exemple, quand c'est moi qui fais un contrôle de charge, je donne du temps. Je donne du temps aussi pour me former. La CLCV ne me paye pas, c'est normal, je suis bénévole. Il faut aussi quand même qu'il y ait un investissement de l'autre côté des locataires. Et l'investissement, c'est l'adhésion. Et c'est une adhésion à 30 € pour une année. C'est-à-dire que l'adhérent qui adhère le 15 juillet d'une année, il est adhérent jusqu'au 14 juillet de l'année suivante. Non, mais donc, je voulais bien rappeler qu'il y avait une obligation d'adhérer. Notamment pour les litiges, etc. Ouais. Donc c'est vrai que... et l'investissement n'est pas non plus énorme quand c'est 30 € par personne, quoi.
Bah voilà, écoute, moi je pense, je sais pas, est-ce que à toi d'autres... Non, je vois pas d'autres questions à d'autres me questions. poser. C'est vrai que là, on parle beaucoup, on parle beaucoup des locataires dans les logements sociaux. On parle moins des locataires qui sont chez des bailleurs privés, mais où il y a effectivement beaucoup de litiges et beaucoup de problèmes parce que On n'est pas reçu pareil chez les bailleurs privés que chez les bailleurs exactement. sociaux. Oui, c'est ça. Même chez les bailleurs sociaux, où ça se passe pas toujours bien chez certains, on est quand même mieux reçus et je dirais qu'ils font pas n'importe quoi, même ne serait-ce que pour nous recevoir et nous donner les factures. Quand on s'adresse aux bailleurs privés, la plupart du temps, on a l'impression qu'on est des enquiquineurs. Alors, je pense aussi que c'est lié aussi au fait que les bailleurs privés n'ont pas non plus tous connaissance de leurs obligations, notamment leur obligation de donner des justificatifs. Hein, certains, voilà, le décret charge, je ne suis pas sûre qu'ils le connaissent vraiment tous, de ce qu'ils ont le droit de facturer ou de ne pas facturer. Hein, le même propriétaire qui facturait de l'ascenseur alors que la propriété n'existait pas, il facturait également la ligne de téléphone sur l'ascenseur, alors que ça, c'est interdit. Donc, et ça, c'est un bailleur privé, quoi. Donc, et puis, il y a vraiment les tout petits bailleurs privés qui, eux, pensent être vraiment dans leur bon droit. Ils ont payé quelque chose, ils leur facturent à leur locataire, si ce n'est qu'ils n'ont pas le droit, quoi. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que les bailleurs privés n'ont pas forcément la culture de la concertation locative. Donc, il y a un conseil à donner à tous les locataires qui ont des interrogations par rapport à leur régularisation. Moi, ce que je pourrais presque même dire, c'est le premier conseil, c'est d'avoir des interrogations. Parce que les personnes qui reçoivent leur feuille et qui ne la lisent pas, qui la rangent quand ils la rangent, ça, c'est déjà pas bien, quoi. Ce qu'il faut, c'est on reçoit une facture, parce que comme je le disais, c'est une facture, on doit se poser la question, voilà, est-ce que j'ai bien le devoir de payer ça ? Pas forcément de penser à mal tout de suite, mais vraiment déjà de vérifier. Et puis effectivement, comme tu le disais, si un locataire se pose des questions, ne trouve pas les réponses, ne sait pas quel est son droit, il vient nous voir, il prend contact. Y compris en été, parce que si on n'a pas forcément, là en été, des permanences qui restent ouvertes tout le temps, notre ligne téléphonique fonctionne toujours, notre adresse mail fonctionne toujours, donc ils peuvent prendre contact avec nous. On a fini avec ce sujet ou on passe... Écoute, là, ouais, peut-être momentanément, on y reviendra un autre jour. Hein, mais... De toute façon, c'est vrai que sur les charges, c'est un truc inépuisable. C'est un truc sans fin. Voilà, et ça revient tous les ans. C'est merveilleux. On est dans la période, là. Là, on est vraiment dans la période. Hein. Certains bailleurs sont plus en avance que d'autres. Moi, je pense à des bailleurs qui n'ont pas encore fini 2021, par exemple. Oui, mais ça, c'est pas normal. Voilà, ça, c'est pas normal, mais c'est toujours les mêmes. Hein. Il faut pas se leurrer. C'est toujours... sur le coin, c'est quand même toujours le même bailleur qui est en retard et qui trouve toujours à dire que de toute façon, c'est pas de leur faute, ma pauvre Lucette. Voilà, ils font le maximum, mais qu'ils n'y arrivent pas. Quand on est le plus gros bailleur de France, on a peut-être les moyens de faire quelque chose. Je suis bien d'accord avec toi. Citoyens au quotidien sur RCN. Avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max. Alors là, Christian, on va parler d'un autre sujet d'actualité, c'est les soldes d'été. Et on va parler des droits en fait des consommateurs. Et c'est toi qui fais ce sujet. D'accord. Eh bien oui, effectivement, le coup d'envoi des soldes d'été a été donné le 26 juin et ils se dérouleront jusqu'au 23 juillet inclus. Pour en profiter pleinement, le point qu'on va faire à Le Point maintenant sur les droits et les obligations des commerçants, parce que c'est important. Alors, tout d'abord, c'est quoi les soldes ? C'est une réalité, c'est quelque chose. Enfin, qu'est-ce que ça doit être ? Est-ce que c'est comment le formuler ? Est-ce que le magasin peut proposer n'importe quoi en solde ? Ça concerne quel produit ? Est-ce que c'est il fait revenir un stock nouveau ? Il faut d'abord savoir que les soldes, ça a un objectif, c'est d'écouler les stocks et permettre en principe aux consommateurs de faire de bonnes affaires. Effectivement, ça concerne des produits, mais seuls les articles payés ou proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes peuvent être soldés. Alors, ce qu'il faut faire attention,
justement, c'est que précisément, il y a des spécialistes Mhm. qui achètent des produits uniquement pour la période des Mhm. soldes. Alors, parce que moi, j'en discutais une fois comme ça, c'est de me dire, bah oui, mais par exemple, dans les chaînes de magasins, hein, les grandes enseignes que tu vas retrouver à Nancy, à Metz, à Strasbourg et partout, quand on voit arriver, parce que moi, j'ai déjà vu ça arriver dans un magasin, des caisses entières, des cartons entiers, et c'est dire, bah oui, mais c'était pas dans notre magasin, mais c'était dans le magasin, enfin voilà, ça vient Oui, d'ailleurs. mais ça, c'est du vent, ça. Ça, c'est du vent. Normalement, Ah c'est ouais. bien dans le magasin que ça devait être présent. Il est interdit d'acheter des produits pour les vendre exclusivement pendant la période des soldes ou de réapprovisionner son stock durant Voilà. cette période. Ça, c'est clair et net. Voilà. Mais par contre, le problème, c'est que le consommateur, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le contrôler. ça. Bah, si, moi, je l'ai contrôlé Il la peut fois là voir- parce que il j'ai peut juste voir vu qu'il y a des arriver les cartons. Effectivement, il peut voir qu'il y a des cartons qui sont spécifiquement faits pour ça. Mais qui va aller prévenir la direction départementale des fraudes? Bah, tu veux que je Personne. te dise, même moi, je ne l'ai pas fait. Personne. Donc, alors, comment moi, je les repère, ces articles Alors en justement, c'est extrêmement simple. Il faut les identifier. Il faut identifier les articles soldés, ceux qui ne bénéficient pas d'une réduction. solde? Alors, Donc, ça doit être marqué. ça doit être Il marqué. doit avoir une étiquette Absolument. spécifique. Le vendeur doit mentionner à côté du prix réduit le prix d'origine avant l'application de la réduction. Mhm. On doit voir que c'est un article soldé, et puis il faut aller constater antérieurement, voir ce qu'il propose. Oui. Mais la plupart du temps, les gens... Bah, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Par contre, c'est vrai qu'on trouve quand même des fois sur des étiquettes de solde où le prix soldé est le même que le prix avant. Oui, oui. Donc là, c'était plus un prix Moi, j'ai soldé. déjà vu des étiquetages mal faits où il y avait le prix réel avant. On a plus ou moins barré, on a essayé de cacher le prix. Mhm. On en a mis un autre un tout petit peu plus cher. Et puis comme ça, après, on a pu faire la on solde réduction. au prix réel. Oui, voilà. Donc ça, faut pas être d'accord. Enfin, c'est la définition même de... Ouais, mais c'est... Enfin, ouais, je suis pas c'est sûre la réaction que... normale. Tu attends, Je suis pas sûre que tout le monde non plus vérifie. Pendant les soldes, il y a des fautes qui sont véritablement et régulièrement constatées et sanctionnées par l'administration. Hein. Il y a des contrôles de la DDCCRF. Hein. C'est effectif aussi. Il y a certains professionnels qui peuvent être tentés de gonfler le prix d'origine pour faire croire à une réduction plus importante. Mhm. Là, c'est ce que je venais de te Voilà. dire. Hein. Voilà, il faut comparer un article qui est affiché avec une réduction importante qui peut s'avérer en fait plus cher que chez un autre commerçant. Mhm. Oui, donc là aussi, c'est à article identique qu'il faut aussi arriver à vérifier ailleurs si c'est pas moins cher. Exactement. Alors il y a aussi le fait que tu as acheté quelque chose et est-ce que tu peux changer d'avis? Est-ce que tu peux annuler? Et la réponse est Vous ne pouvez pas l'annuler, sauf si à titre commercial, le vendeur propose le remboursement, Mhm. l'échange ou la remise d'un avoir. Alors dans l'hypothèse d'une possibilité comme ça, normalement ça doit être affiché et inscrit sur le ticket de caisse. Ah oui, c'est vrai qu'on le Et voit si ça. effectivement c'est marqué sur le ticket de caisse, le vendeur ne peut pas refuser. Voilà, il peut pas faire autrement que ce qu'il a écrit. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, les achats qui sont effectués sur Internet, on a 14 jours pour se rétracter, à compter de la réception du bien. Pas du jour où on a acheté, Mhm. c'est du jour où on a reçu le bien. Parce que tu peux très bien aller dans un magasin et on va te le livrer. Mhm. Parce que c'est un gros truc, voilà. C'est bien à la réception, Mhm. c'est pas du tout au moment où tu payes. Et puis tu n'as pas à te justifier, tu n'en veux pas parce que tu as changé d'avis, voilà. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faudra payer les frais de retour, sauf si le commerçant, à titre commercial, le propose. Le propose. Ça, Et c'est de une prendra question sa charge. de gentillesse, c'est une question... Si c'est un bon commerçant... C'est un acte commercial. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres fois des impossibilités de se rétracter. Par exemple, pour les CD, les DVD, les jeux vidéo, les logiciels dont l'emballage a été ouvert, ou encore pour les produits personnalisés. Bien sûr. Voilà. Alors, pour connaître la liste des biens et services ne bénéficiant pas du droit de rétractation, il faut aller sur Internet. Il faut aller hein. sur Internet. Il y a un texte, je me rappelle plus très bien. Attends, je dois regarder sur ma fiche. Là. Ouais. C'est une ordonnance
C'est une ordonnance de 2016-301 du 14 mars 2016, donc qui énumère tous les droits de rétractation. Hein. Le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour les contrats. Il y a toute la liste des contrats. Alors il faut savoir aussi que les articles soldés ne bénéficient pas des mêmes garanties légales que les articles non soldés. Le commerçant doit répondre aux défauts de conformité. Il peut refuser un échange ou un remboursement en cas de défaut non apparent, donc le vice caché, sous prétexte qu'il s'agit d'un article acheté en solde. Oui, c'est pas parce que c'est en solde que ça doit être de moins bonne qualité. C'est juste, les soldes. Oui, tu peux avoir sur un article où ils te disent que pendant les soldes, les articles ne sont ni repris ni échangés. C'est interdit, ça. Mmh. Et ça dispense pas en plus ça ne dispense pas de l'application des garanties. Absolument. Alors, les soldes sur Internet répondent-ils à des règles spécifiques? Ça, c'est une question qui est souvent posée. Aucune dérogation concernant la date et l'heure. Vous ne pourrez donc pas faire les soldes sur Internet plus tôt qu'en magasin. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'on voit souvent quand même les ventes privées. Oui. C'est pas marqué solde, donc ils peuvent faire des ventes privées. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut faire des promotions. Voilà. Mais ce ne sont plus des soldes. Voilà, ce n'est pas la même chose. Voilà ce que je voulais dire. Simplement, faites attention pendant les soldes et profitez-en vite parce que ça va bientôt être fini d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais c'est vrai, ça peut être un moment pour en profiter, quoi. Alors, tu voulais également faire, et là il faut que ça passe dans cette émission parce que c'est absolument. C'est une information concernant les arnaques possibles concernant les Jeux Olympiques Paris 2024. Effectivement, ça circule déjà. Il y a des faux billets pour les compétitions. Il y a des paris sportifs qui sont non réglementés. Et les cybercriminels ont redoublé d'ingéniosité pour tenter de vous piéger à l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Alors la CLCV a émis des conseils pour éviter justement ces arnaques. Alors en premier, il y a les faux billets pour les épreuves sportives. Oui, exactement. À quelques semaines du début des Jeux Olympiques, les escrocs sévissent plus que jamais. Et plus on se rapproche du début des épreuves, plus les propositions frauduleuses sur Internet et les réseaux sociaux augmentent. On retrouve sur la toile de nombreuses fausses plateformes de vente avec des billets pour les épreuves à des prix compétitifs. Les acheteurs croient faire une bonne affaire, mais ne recevront jamais leur place. Alors, ça, c'est le premier truc, mais c'est pas seulement ça le risque. C'est pas seulement d'acheter des places à un prix exorbitant qu'on ne recevra pas, mais il y a un autre risque derrière. Toi, tu le notes dans ta petite fiche. C'est aussi l'escroquerie, les informations personnelles et bancaires. Hein. Absolument. Hein. Donc, ils ne les recevront jamais. L'objectif pour les fraudeurs, c'est ça, c'est de collecter de l'argent. Ça, on le saurait parce que s'il n'y avait pas l'argent derrière, ils ne le feraient pas. Et puis, des informations personnelles et bancaires avec tous les risques qu'il y a derrière. De pouvoir accès au compte bancaire, vider le compte bancaire. Voilà. Alors, la première chose qu'il faut faire pour éviter la fraude, il y a un comité national olympique qui rappelle que le seul site de vente habilité pour les épreuves est celui de Paris 2024. Voilà. Et il s'appelle ticket au pluriel. Ticket au pluriel. C'est ticket au pluriel, oui. .paris2024.org. Alors, de la même manière, la revente s'opère également sur le web et les ventes et les réseaux sociaux, comme Le Bon Coin, Instagram, Facebook. On trouve tout sur Facebook aussi. Moi, je recommande faire attention. Le Bon Coin, c'est pas contrôlé. Hein. Concernant les reventes, une unique plateforme officielle dédiée a ouvert fin mai 2024 avec des tarifs encadrés. L'adresse, c'est ticket. Et là, ticket au singulier. Il est au singulier, oui. Ticket ressal.paris2024.org. Voilà. Tous les autres sites de revente sont interdits. La vente entre particuliers est en revanche, par contre, autorisée. Oui, je connais la personne, etc. Voilà. Quand tu connais la personne. Voilà. Elle comporte justement néanmoins un gros risque. L'acheteur n'est jamais certain que le vendeur détient réellement une place
pour les JO. Et si le billet est valide, certains escrocs n'hésitent pas à le revendre à des dizaines de fois, sauf que le billet en question ne sera valable qu'une fois. Pour éviter toute déconvenue, mieux vaut rester dans le circuit officiel. Oui, c'est vrai que si le billet est dupliqué, de toute façon, il ne donne droit qu'à une entrée et c'est le premier qui rentre qui aura la place. Alors il y a une autre arnaque, c'est celle des faux jeux concours, sous la bannière usurpée parfois de marques ou d'organisations connues, avec à la clé des billets gratuits pour les cérémonies d'ouverture ou de clôture et pour les compétitions. La seule contrepartie, c'est le paiement de frais de port pour l'envoi des billets 2 à 3 euros. Et c'est là qu'arrive l'arnaque. Et la récupération des données bancaires est personnelle. Donc même si l'offre est alléchante, il s'agit d'une fraude, les personnes ne recevront jamais leurs invitations. De plus, l'arnaque ne se termine pas là. Une fois les données enregistrées, les personnes sont abonnées d'office, sans leur autorisation et sans mise au courant, à des sites de promotion payants, près de 40 euros tous les 15 jours. Oui, c'est des sommes énormes. Il faut des mois pour s'en rendre compte et cesser les paiements. Voilà. Donc voilà, c'est attention. Voilà, donc ce qui était dit, voilà, c'est de parier sur des sites qui sont agréés. Et puis, comment ? Là, de toute façon, cette note-là, elle est présente sur le site de la CLCV. Absolument. www.clcv.org. Alors moi, je voulais juste rappeler les dates des Jeux Olympiques. Je pense que tout le monde les connaît, c'est du 26 juillet au 11 août. Mais je voulais attirer aussi l'attention sur les Jeux paralympiques qui sont beaucoup moins, je dirais, courus que les Jeux Olympiques. Alors que ils sont de plus en plus. Hein. Voilà, mais ces athlètes sont vraiment méritants. Et ces Jeux paralympiques auront lieu du 28 août au 8 septembre 2024. Tu nous redonnes quelques petites... Alors moi, ce que je voulais, parce que les coordonnées, on les donne régulièrement, je voulais juste peut-être dire par rapport à l'été à la CLCV, c'est-à-dire que là, on est passé le 15 juillet, nous sommes des bénévoles, comme tout le monde le sait, il n'y a pas de salariés chez nous, et pour autant, on a quand même aussi besoin de vacances, besoin de lever le pied un peu, même si quelquefois on ne part pas. Mais donc, on va suspendre les permanences. Pendant les vacances scolaires, c'est toujours comme ça. Voilà, donc on suspend les permanences. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, parce que généralement, c'est aussi la période des vacances scolaires pendant lesquelles on remet un peu d'ordre dans nos locaux, où on fait du tri, de l'archivage, etc. Donc, c'est ce qui sera fait cet été pour accueillir au mieux les consommateurs, les locataires à la rentrée. Oui, mais on est quand même présent. Et on est quand même présent. C'est-à-dire que s'il y a des consommateurs ou des locataires qui ont besoin de nos services, voilà, ils peuvent quand même... Il y a un téléphone, voilà. C'est le 03 83 29 10 96. Et puis il y a l'adresse mail. Il y a l'adresse mail, malzeville@clcv.org. Et puis il y a aussi un site internet national, c'est www.clcv.org, si vous avez besoin d'en savoir plus sur la CLCV. Voilà. Mais nous sommes là. Nous pouvons répondre à vos demandes. Il suffit de téléphoner pour prendre rendez-vous. Il n'y a pas de permanence. Voilà, il n'y a pas de permanence. On a le droit d'aller se promener quand on veut, où on veut. Alors, je rappellerai aussi que nous sommes 60 rue du Colonel Drian. À Malzéville. À Malzéville, dans le bâtiment Franklin. Que la ligne bus pour arriver chez nous, c'est la ligne 13 en direction de Dommartemont. Et que l'arrêt, c'est Alexandre Ier. Voilà. Et que si on vient nous voir à pied, eh bien, il faut regarder le plan avant de venir pour ne pas partir dans la direction opposée, comme l'a fait une personne qui avait rendez-vous chez nous cette semaine. Tout à fait récemment. Voilà, tout à fait récemment. Donc voilà. Écoute, moi je te propose, Christian, qu'on dise au revoir à Jean-Luc. Qu'on dise également donc au revoir aux auditeurs de RCN. Et passer de bonnes vacances. Voilà, et leur donner rendez-vous dans une quinzaine de jours pour la prochaine émission de la CLCV. Tout à fait. À bientôt. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org